Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Nous sommes samedi les 11 h. Bienvenue donc au rendez-vous de littérature. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage écrit par une dame, une grande dame, faut-il le souligner, vous la découvrirez tout à l'heure. Femme, affaires et Dieu, de Francine Aïssi Ouahi, que nous allons recevoir donc. Madame Ouahi, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour les téléspectateurs. Merci beaucoup de nous accepter chez vous pour quelques entretiens autour de cet ouvrage-là. Il faut le dire, c'est un ouvrage qui s'inspire d'abord de la vie de votre maman, à qui vous aviez rendu un bel hommage. Puis après, vous aviez un peu décliné tout ce qui a été votre parcours jusque-là, tant au plan professionnel que religieux. Pourquoi vous vous inspirez de la vie de votre maman? On sait que par principe et pour l'histoire, le mythe de Deep impose que la femme s'intéresse à son père et l'admire profondément. Merci Tanguy. Je crois que je m'intéresse particulièrement à la vie de ma mère. Et d'ailleurs, je ne néglige pas celle de mon père parce qu'elle a travaillé pour que ce ne soit jamais le cas. Tout simplement parce que je l'ai vu faire depuis ma tendre enfance, tout ce qu'elle a dû accepter pour que nous puissions grandir auprès d'elle. Elle a accepté quoi de singulier? Bon, non, pour parler en mal de mon papa, mais ce n'est pas facile pour une femme. En tout cas, je ne serais peut-être pas capable de le faire aujourd'hui. Venir entrer dans un mariage comme première femme et finir à la fin avec une dizaine, mais sans jamais se plaindre, en tentant de les accueillir l'une après l'autre, etc. Le contexte a changé, peut-être que les éducations ne sont pas les mêmes, peut-être que les expériences aussi et la conception du monde ne sont pas les mêmes. Le cœur est fait de chair et devrait souffrir de la même manière, j'imagine. Maintenant, ça dépend de la capacité de chacun à accepter sa réalité, sa vie et sa croix. Vous êtes très admirative, hein, faut-il le dire, de cette vie qu'elle a menée. Si bien que vous aviez, enfin, tout ce que vous aviez fait par la suite, à part peut-être votre engagement professionnel, tout ce que vous avez fait par la suite tourne autour de cette vie-là. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a commencé avec sa perte vraiment brutale. Vraiment brutale. La veille, nous étions ensemble. Un matin, elle partait pour son commerce et puis le soir, ça en était fini. Son téléphone n'a plus jamais sonné à nouveau. Je rappelle que je l'ai encore essayé cette année, mais ça n'a pas sonné, personne n'a décroché non plus. Et puis, j'étais inconsolable. Je pleurais, rien ne pouvait l'arrêter. Je sentais vraiment un grand vide, une perte sèche. Alors j'en suis venue après notre réflexion à me dire mais pourquoi ne pas transformer toute cette énergie que je gaspille en action, en faisant des choses qu'elle aimait. Tout ce qui lui tenait à cœur, c'était tout ce qui concerne la famille. Pour elle, la famille est totalement sacrée et rien au monde ne pouvait, il n'y a rien qui puisse passer avant. Tout sacrifice est sans importance dès qu'il s'agit de la famille. L'autre chose également, j'ai pensé à sa vie de petite fille classe de CEP qu'on a envoyée à Abidjan pour continuer soi-disant. Elle n'aura plus jamais revu une salle de classe. Wow. Et donc, elle tenait vraiment à cœur qu'on puisse s'instruire, qu'on puisse aller à l'école, qu'on puisse faire. J'ai dit, mais pourquoi ne pas? Il y a tant d'enfants très intelligents qui, pour 5 000 francs, 2 000 francs, en viennent à rester à la maison sans pouvoir continuer. Pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui puisse les récupérer, les aider et cultiver l'excellence dans un tel milieu? Voilà. Je vois un peu, tout part d'abord de la famille, en tout cas dans sa conception, et vous l'aviez valorisé d'ailleurs dans ce bouquin. Oui, exactement. Comment percevez-vous aujourd'hui la famille? La famille va un peu chacun dans son sens aujourd'hui. On pense que l'essentiel c'est d'avoir les moyens. On peut avoir un enfant sans avoir forcément besoin d'un père. Je ne pense pas que ça puisse s'appeler réellement famille, parce que dans une famille, il faut un père, une mère et les enfants pour l'harmonie
pour l'équilibre de tous les membres de cette famille. On a bien l'impression que la mère prend une place suffisamment importante au milieu de la famille, tel que vous la présentez ici. Et heureusement que les hommes même en sont conscients, même s'ils ne le disent pas toujours. Ah oui. Une famille, une mère, je pense que c'est très important dans une famille, elle est très portée sur les détails. L'homme, avec toute sa bonne volonté, il ne voit pas toujours quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il y a à faire pour s'occuper d'un enfant, etc. Mais la femme est naturellement portée sur ça. D'où son importance vraiment vitale pour une famille, pour son épanouissement, pour son accomplissement. Et j'ai remarqué que l'organisation, l'ONG que vous aviez créée justement en l'honneur et en mémoire de votre maman a axé l'une de ses actions sur, je dois dire, l'épanouissement et l'éducation même de la fille, de la femme. Exactement. Les actions, je peux dire que les actions de la Fondation En Tout pour Tous, puisqu'on ne l'a pas dit jusque-là, de ça qu'il s'agit, que j'ai eu à mettre sur place à son 8e anniversaire de décès, soit le 24 octobre 2014, s'est donné pour objectif de s'occuper et donc de l'éducation à venir de toute nation à travers des bourses, l'octroi des bourses, ça concerne les enfants. Quand je dis enfants, c'est trop dit, puisque dans le programme, nous avons du CI jusqu'au doctorat. Donc, s'occupe d'aider des enfants intelligents qui veulent poursuivre, qui veulent y aller. Comment ça s'organise Oui. Enfin, vous les rassemblez au hasard de la rue Non, non, en fait, pour aider des gens, on n'a même pas besoin d'une association. Chacun dans sa famille ou à côté de sa maison devrait pouvoir trouver. Mais pour rester un peu un truc national, on a essayé de mettre... Il y a un comité, un jury composé d'éminentes personnalités. J'étais peut-être les noms ici, 3-4 personnes. Et donc chaque année, nous passons des communiqués sur des antennes, des radios, RIC, Radio Topa, etc. Et des gens s'inscrivent de tout le Bénin, sans distinction de sexe, de religion, etc. Et donc, en fonction des moyens que nous avons, parce que nous n'en avons pas encore beaucoup, il y a tellement à faire que... On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez, mais c'est déjà commencer quelque part. Voilà, donc chaque année, il y a ces annonces qui passent, une longue liste que nous recevons, et nous faisons une note aux membres du jury pour dire, écoutez, cette année, nous pourrons prendre jusqu'à tel nombre. Parce que nous avons gardé pour principe de garder, et on a évolué en chemin, de garder ceux qui sont déjà dans le programme et qui se donnent, pour pouvoir faire des produits finis en griffe, plutôt que de saupoudrer, garder quelqu'un 2 ans dans un programme de sortie, etc. Donc, et on dit on peut avoir au primaire tel nombre de personnes cette année, au secondaire, etc., au niveau supérieur de même. Et donc, ils nous choisissent à travers les longues listes que nous avons, ce que nous pouvons bien prendre. Il y a des critères particuliers sur lesquels ils traînent leur observation Oui, le premier critère, comme j'ai parlé de culture d'excellence en milieu défavorisé, c'est les moyennes qui déterminent. Moyenne scolaire. Moyenne scolaire. Nous demandons un 7 sur 10 au cours primaire donc et tout. Et au niveau du secondaire et supérieur, 12 de moyenne. Ce que les enfants dépassent aisément aujourd'hui, on entend parler de 17 de moyenne, de 18, etc. Donc, c'est ce que nous faisons. Lorsque c'est rassemblé, nous les mettons dans le programme avec des formations. Nous donnons une première tranche à la rentrée pour un tiers, pour avoir l'assurance que l'argent pris a servi à l'inscription de l'enfant. Et c'est vrai qu'il y a des écoles qui ne sont plus, on ne paye plus toujours, mais la bourse En Tout pour Tous prend également en compte, puisqu'on parle de milieu défavorisé, de donner un petit quelque chose pour un petit déjeuner à l'école avant de commencer à travailler. Le ventre affamé n'entend plus rien, dit-on. Voilà. Donc, au niveau primaire, je pense que ça tourne autour de 50 000. Au niveau secondaire, niveau 1, c'est 76 000. Au niveau 2, 86 000. C'est vrai qu'avec les difficultés, la mobilité et tout, on a glané légèrement dessus pour pouvoir donner de chance à un peu plus de gens. Tout le monde serre la ceinture, n'est-ce pas? Voilà. Et ça a donné combien à peu près d'enfants secourus et que sont-ils devenus? À ce jour, le programme a pris en compte 620 enfants.
à ce jour pratiquement. Jusqu'à la rentrée scolaire en cours, quoi. Ça fait 620 de tous les niveaux. Et certains ont fini leur cursus et d'autres ont été sortis pour n'avoir pas respecté ce sur quoi on s'est entendu, le principe de l'excellence. Parce que dès que Covid a commencé et tout, on a compris que chacun avait des difficultés et nous avons eu à racheter, comme on dit, une année. L'année qui a suivi, on a remarqué que beaucoup d'autres également ont reculé. On s'est dit, alors là, ce n'est pas normal. Ceux qui sont prêts continuent avec le programme. Donc, à cette rentrée, on a sorti carrément du programme tous ceux qui n'avaient pas pu rassembler les moyens. Vous les avez oubliés? Oublier, c'est trop dire. C'est que le besoin est là. On a préféré donner la chance à ceux qui ont envie encore de travailler. Parce que sinon, ce serait les habitués à dire, bon, chaque année, on va me racheter. Je n'ai plus à faire d'efforts. Voilà. Ben, courage surtout pour les enfants. Pour toujours, oui, pour les enfants, toujours, on a une autre activité qui concerne Noël des enfants. Nous choisissons des centres ou des zones, toujours pour des enfants qui ne connaissent pas forcément cette joie, ce qu'on appelle Noël cadeau. Partager beaucoup de moments de joie avec eux. Il y a un autre aspect qui m'intéresse surtout, relaté dans cet ouvrage, c'est votre vie professionnelle. Votre carrière professionnelle, vous l'amenez depuis fort longtemps dans un milieu assez singulier. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'y intéresse de plus en plus avec beaucoup de monde qui accourt, le monde du tourisme. Ça doit vous être plus aisé maintenant que le gouvernement actuel en a fait une priorité, carrément un pilier du développement du Bénin. Le tourisme, comme vous l'avez dit, Tanguy, oui, c'est bien la locomotive qui traîne tous les wagons de ma vie. Et je pense que ça a été toujours ma vocation, parce que déjà très petite, j'aimais bien jouer le rôle d'hôtesse, d'accueil, etc. Et donc, à la faveur d'une année blanche, en 1989 au Bénin, j'ai décidé de quitter l'enseignement pour aller me faire former là. Et jamais, à aucun moment, je n'ai eu à le regretter. Et c'est son caractère transversal, puisque ça touche à tout, beaucoup d'autres secteurs, a fait que j'y suis restée. J'ai commencé à travailler sans diplôme presque. J'étais en classe de première, encore sans le BPC, quand j'ai décidé d'aller faire ça. Mais après, j'ai essayé je pense que Dieu, mon Seigneur, m'a aidé à assumer. Quand je disais aux gens, quand on travaillait, que je n'avais pas de diplôme, personne n'y croyait. Et c'est par la suite que j'ai décidé de me former pour pouvoir combler ce diplôme. Où est-ce qu'on trouve toute cette énergie-là quand on s'est déjà engagé avec un autre cœur qui est son cœur, quand on a une vie de famille, quand on a beaucoup d'autres rêves, où est-ce qu'on puise toute cette énergie? Je pense que moi, je trouve cette énergie dans mon Seigneur Jésus-Christ, que je suis, que j'aime. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai dit il faut que j'étudie après pour lui dire merci. Parce que j'étais tellement, de toute mon enfance, rester dans des associations sur la paroisse. C'était ce qui me donnait le plus de bonheur. J'exagérais, dites-moi. Plusieurs groupes à la fois, je pouvais militer dans 5 groupes au point de négliger les études. C'est ça qui m'a fait redoubler plusieurs fois la classe de 4e jusqu'à ce que je prenne conscience que je faisais souffrir quand même des gens autour de moi. Et je pense que sur ce plan, il a rattrapé tout ce que je pouvais appeler retard. Et je dis, je mets des enfants à l'école aujourd'hui, donc je dois les encourager à travailler. Mais dans le même temps, je pense aujourd'hui que ces échecs répétés m'ont amené dans ce que j'appelle aujourd'hui ma vocation, à savoir le tourisme. Tout concourt donc à la réalisation du destin. Voilà, donc je pense que c'est... Et je ne fais rien, il conduit mes pas chaque jour. Je lui demande, je prends conseil, je tombe. Ah tiens, c'est important de le dire parce que depuis j'ai l'impression que bon, dès lors qu'on dit bon Jésus, merci, et ça y est, tout roule normalement. Non, pas forcément. Je pense que j'ai connu plusieurs échecs dans ma vie professionnelle, que dans ma vie familiale. J'ai été très secouée du point de vue santé plusieurs fois.
des noms de maladies que lorsqu'on les sort, on commence par faire des programmes pour ranger ses affaires. J'en ai été victime par 2 fois, mais je suis debout par sa grâce, sans traitement, sans rien. Et donc c'est autant de raisons qui m'ont amené à dire quand même, on ne peut pas continuer à se taire. Il faut dire, il faut témoigner, il faut dire merci. C'est un peu mon hymne d'action de grâce. Il faut le dire, hein, vous êtes une femme entrepreneur, donc très engagée en tout cas dans les affaires. Vous avez fait une déclaration en tout cas dans le livre qui m'a vraiment surpris en termes donc d'engagement féministe. Vous dites que très tôt vous aviez commencé à vous engager dans les affaires. Vous n'avez pas pu subir la pression qu'une femme peut subir dans le domaine professionnel, en tout cas par rapport à sa hiérarchie. C'est une chance? Une très grande chance, je vais dire, parce que quand je le dis, c'est sincère. De toute ma vie, je n'ai jamais travaillé directement sous un responsable. J'étais encore en stage quand celui chez qui j'étais m'a dit je te remets un registre de commerce, c'est une nouvelle agence que j'ai créée, va la monter. Donc j'ai été la toute première personne à intégrer cette structure-là en tant que qualité de responsable technique. C'était en 1992. Donc j'ai monté la structure, j'ai commencé à travailler et j'aurais pu rester. Et là également, des difficultés, nous les subissons lorsqu'elles sont là. Mais avec du recul, je dis encore action de grâce. Parce que si je n'ai pas eu directement quelqu'un, un supérieur qui était là avec moi pour me mettre là, faire du harcèlement ou tout ce qu'on dit, tout ce qui arrive à nos femmes et à nos enfants aujourd'hui, c'est que il y avait un actionnaire de cette boîte qui estimait que parce que j'avais pu trouver une place au sein d'une entreprise où il était actionnaire, j'avais l'obligation de militer dans son parti politique. Et bien entendu, j'ai clairement dit non. Comme on dit dans ma langue, rien n'a blâmé, mais m'imposer parce que je prends quel salaire. Je rappelle que j'ai fait cette expérience 6 mois durant. J'étais payé à 10 000 francs et j'étais entré dans une tontine de 10 000 francs par mois. Donc, pour épargner ça. Voilà, déjà. Donc ce n'était pas forcément d'abord parce que je gagnais qu'on pouvait me mettre d'autres pressions. Donc j'ai clairement dit non. Et à partir de toute cette pression, ça n'a pas été vraiment facile. Avant d'aller au travail, je pleurais parce que dès qu'il téléphonait, il entendait ta voix, il raccrochait. Il a amené après une directrice pour me supplanter que j'ai formée de tout cœur, puisque n'étant pas du secteur également. Et puis voilà, et c'est ça qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'écris pas? Et donc j'ai démissionné en 1995, un 17 septembre, et le 18, j'ai commencé mon entreprise que je dirige à ce jour. Waouh, voilà. Passionnante histoire, de toutes les façons. Parce que quand j'ai lu le passage, je me suis dit, ah tiens, elle ne doit pas se sentir trop intéressée par l'engagement et tout le bruit qu'on fait au profit de la défense des droits de la femme. Je n'ai absolument rien contre les droits de la femme et tout ce qu'on fait pour donner un peu plus de visibilité à la femme. Mais je crois sincèrement surtout que ce n'est pas selon moi, que les femmes, m'en excusent, ce n'est pas à coup de décret, à coup de loi qu'elles doivent trouver leur place. Je pense sincèrement que lorsqu'une femme s'affirme, met son cœur dans ce qu'elle fait et a à faire, elle se fait respecter toute seule et on la réclame tout seul. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Je n'ai rien. Je suis beaucoup plus pour la complémentarité que de parité. Si c'est ça qui va amener la majorité à, pourquoi pas. Mais je pense déjà qu'on peut se battre pour se faire une place. J'ai toujours travaillé avec des hommes sans aucun complexe, sans rien du tout. J'essaye de me respecter assez pour pouvoir mériter en retour ce même respect. Et voilà. Revenons à la question du tourisme. Je dis que vous devriez être au paradis maintenant qu'on en a fait un axe majeur de développement du Bénin. Oui, j'aperçois le paradis. J'attends d'y être. Ah. Parce que je ne dois pas oublier de dire que le tourisme connaît depuis quelques années les moments les plus durs, très difficiles, très difficiles à cause de ça. Et nous, on traversait une autre crise avant que la pandémie ne vienne s'installer. Bon, bon,
on en émergeait lorsque la pandémie est venue en rajouter. Il y a beaucoup de projets également du PAG, Programme d'action du gouvernement, et nous sommes vraiment très heureux. C'est pour ça que je dis, j'aperçois le paradis et je prie Dieu d'y être, de m'y trouver avant peut-être de changer le de rythme carrière, etc. auquel on marche là, Ah oui, ça nous rassure d'y être là. absolument, je peux le dire. Je peux le dire, c'est vrai qu'on espérait que plus tôt ce serait déjà visible, mais non, les chantiers sont ouverts et grandement ouverts, et je sais que c'est un programme qui tient particulièrement à cœur aux premiers responsables de ce pays. Et avec la grâce de Dieu, très bientôt, nous allons pouvoir souffler à nouveau parce que les agences, les structures hôtelières et tout se portent assez mal. Il y a une plainte que l'on entend hein, depuis en tout cas le déroulement de ce programme. Oui. Et ce n'est pas seulement que dans le milieu du tourisme, hein, c'est dans d'autres secteurs. Oui. La question de la qualité professionnelle des acteurs. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans ce milieu, c'est vrai, hein, il y a des écoles qui s'ouvrent un peu partout, même à Cotonou et dans la sous-région. Est-ce que véritablement vous pensez qu'on est en train de constituer une pépinière qui va vraiment porter ce grand rêve-là? Je pense qu'on va y arriver. Dire que le niveau est déjà au top, absolument pas. Je ne puis l'affirmer. Nous avons besoin de former les compétences qui existent déjà et de mettre un peu plus de rigueur dans la formation, dans les formations que nous donnons. Je suis également concerné hein, puisque je donne des cours aux étudiants de la Haute École de Tourisme dans mon secteur d'activité également. Et des jeunes qui aujourd'hui malheureusement ne savent pas plus toujours pourquoi ils sont dans une filière que dans une autre. Et donc il y a beaucoup à faire pour pouvoir, parce que le tout n'est pas de créer les infrastructures, de bâtir les choses, il faut des gens, il faut des normes pour rendre la destination vraiment prisée, comme le souhaite son premier responsable. Ce sont vos notes. Hein. Voilà, merci. On va parler un peu de la foi et on va finir, j'ai juste 2 minutes. Vous, c'est votre bouée de sauvetage, hein, la foi. Oui. C'est venu très tôt. Oui, héritage de la maman, conditionnement de la maman. De papa. Spontané. Comme vous voulez entendre parler de papa, je vais me profiter pour faire. Enfin. Non, et je l'aime beaucoup, ne vous inquiétez pas pour ça. On est rassuré. Parce que très jeune, on n'avait pas droit au petit déjeuner un dimanche quand on n'allait pas à la messe. Donc c'était la règle à la maison, tu ne vas pas à la messe, il n'y a pas de repas pour toi. Mais c'était juste la contrainte a priori qu'on pouvait trouver étant enfant, c'est l'argent qui nous intéresse. Mais très tôt, moi, ça ne m'a pas suffi. Et j'ai commencé par multiplier les groupes, CVAV, lecteurs, théâtre, etc. Où je me retrouvais bien dans ces ambiances et que je ne regrette pas. Ça a été une véritable école pour la vie d'aujourd'hui. Je pense que je peux côtoyer n'importe qui, travailler avec qui que ce soit sans vraiment avoir de difficultés, de problèmes. Est-ce que ce n'est pas antinomique, la religion et les affaires? Non, pour moi, non, parce que c'est très important. C'est lorsqu'on fonde le tout sur la foi que le reste va tout seul. En tout cas, c'est mon espérance de vie et tout le monde peut ne pas être de cet avis. Pour moi, ce n'est pas du tout et je n'ai jamais su forcer les choses. Je fais ce que j'ai à faire et j'attends, je lui dis, mais la suite, j'attends de voir comme le dit si bien Marc dans la parabole du semeur qui jette son grain et qu'il dorme ou qu'il reste en éveil, observe sa croissance. Quoi. Voilà, donc voilà, c'est un peu ce que je puis dire. La foi, c'est très important pour moi. Ça porte tout le reste parce que ça mène à faire très attention dans les relations avec les autres. Je n'ai pas de problème de religion. J'ai de très grands amis qui sont d'autres religions, même au sein de ma structure. Il y a des gens, ce n'est pas un problème de religion. Moi, je dis c'est ma foi et que je ne suis surtout pas déçu et que je prie pour ne pas changer surtout. Voilà. Alors, vous avez parlé de beaucoup de personnes hein, dans le livre. Il y a certains dont je n'ai pas vraiment vu les traces. C'est pas... Les enfants, comment est-ce que vous leur transmettez justement cette force de la foi? Vous les privez de petit déjeuner aussi? Non, je ne les prive pas. Mais je pense qu'à l'instar de papa, chacun sait que dimanche, on doit rendre grâce à Dieu. Quand on a eu la grâce d'avoir une semaine entière, passer 1 heure à dire merci ne peut tuer personne. Je continue, il n'y a pas à dormir avec ces jeunes d'aujourd'hui
qui très tôt pensent qu'on peut se passer de tout. Mais je leur dis, le plus grand héritage que je puisse leur laisser, je pense que c'est Dieu. Parce qu'avec ça, on a tout le reste. Vous avez un mot pour finir cet entretien-là? Pour finir cet entretien, c'est vous remercier déjà pour l'opportunité que vous me donnez d'en parler. C'est également dire qu'il sera lancé très bientôt. Le livre? Le vendredi 22 avril prochain, au Bénin Royal Hotel, à partir de 18 h. Et c'est invité tout le monde. On parle de femmes d'affaires de Dieu, ça concerne donc toutes les couches de la société. Tout le monde à lire, et particulièrement les plus jeunes, et filles surtout, à lire ce document pour comprendre qu'à coup de volonté, de détermination, de foi, on peut obtenir ce qu'on veut sans ascenseur et sans couloir. Merci beaucoup à vous. J'avoue qu'il y a d'autres aspects qui sont dedans, qu'on n'a pas abordés. D'ailleurs, cette émission n'a pas pour vocation de tout dire au sujet d'un livre. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu sur notre plateau. Femmes, Affaires et Dieu, Francine Aïssi Roigny. C'est un livre très nouveau, faut-il dire. Est disponible déjà dans les librairies, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Merci beaucoup encore une fois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On va se dire à samedi prochain à partir de 11 h. D'ici là, vous passez un excellent week-end.